Bien ben, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver si nombreux, petite joke, hein, sur ce thème de l'entreprise à mission et comment devenir une entreprise à mission. Peut-être juste un petit point d'introduction. Je trouve que ce qui est intéressant sur ce thème, c'est que ça nous interroge et ça doit nous forcer à nous interroger sur la place de l'entreprise. Je trouve qu'on a eu différentes interventions ce matin et en début d'après-midi également, qui montrent bien que les entreprises ont une vraie rôle, une vraie place à jouer, et notamment dans les territoires. On en a parlé tout à l'heure. Moi, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de nous interpeller sur une crise que je trouve intéressante, qui est une crise de légitimité par rapport à la place et au rôle des entreprises. Je pense que les entreprises doivent aujourd'hui restaurer un climat de confiance et montrer qu'elles sont capables de s'engager sur les territoires et de faire de très belles choses. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des outils. La loi Pacte et notamment l'entreprise à mission font partie de ces outils que je trouve intéressants, qui vont permettre finalement aux entreprises d'endosser des rôles beaucoup plus ambitieux que celui juste d'assurer une performance économique, de créer de l'emploi, de créer de la richesse et de la valeur pour ses actionnaires, pour ses salariés, pour les parties prenantes. Mais c'est une double, finalement, injonction absolument pas paradoxale qui va être de combiner la performance économique et la préservation du bien commun. J'entendais tout à l'heure le discours de notre président de région. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est vraiment, je pense, engagé dans une course contre la montre avec une urgence climatique extrêmement importante. Et on voit bien que les États seuls vont devoir s'engager, bien sûr, s'engagent, les institutions publiques également, mais les entreprises ont aussi leur rôle à jouer dans cet environnement. Et c'est ce que je trouve intéressant d'aller challenger avec ce statut notamment d'entreprise à mission. Alors, on m'a demandé d'animer cet atelier pendant 45 minutes. Moi, ce que je souhaite, c'est vraiment que ce soit le plus interactif possible, avec le plus de questions. Donc, n'hésitez surtout pas à m'interrompre. Au contraire, je trouve que c'est intéressant. J'ai essayé en fait de construire, moi, cet atelier pour vous interpeller aussi. Voilà, donc vraiment, j'ai ma collègue qui est au fond, avec l'Axoun, que je remercie, Marie-Caroline Letellier, qui m'a aidé à construire ce point-là. Mais l'objectif, c'est que ce soit qu'on puisse interagir tous ensemble. Alors, je vais peut-être, avant de démarrer, de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, me présenter. Je m'appelle Claire Goudet, je suis la directrice générale déléguée de Rocher Participation, qui est la holding d'investissement de la famille Rocher, du même nom, pour le groupe du même nom, avec la marque que M. Rocher avait créée, du même nom. Donc, un groupe familial, éponyme, ce qui porte beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités sur le territoire, mais aussi en termes d'image. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. J'ai eu la chance de rentrer dans ce groupe il y a plus de 26 ans maintenant. À l'époque, j'étais stagiaire, de rencontrer M. Rocher, de travailler avec lui sur différents sujets, et notamment sur les enjeux de gouvernance et de transmission qui sont extrêmement chers aux entreprises familiales implantées sur ce territoire. Voilà, donc c'est un groupe que je connais beaucoup, que j'affectionne particulièrement, mais je ne fais pas partie de la famille. Je travaille aux côtés de la famille pour lui permettre d'assurer la transmission de son groupe et continuer à faire de très belles choses sur ce territoire breton. Voilà, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. J'ai 48 ans, 4 enfants, et donc ma carrière, c'est le Groupe Rocher uniquement. J'ai eu par ailleurs des fonctions techniques. J'étais précédemment directrice fiscale et en charge des affaires corporate, donc un métier très technique qui nous amène un peu vers ce sujet du droit. Voilà, alors Marie-Caroline, je vais peut-être avoir besoin de ton aide pour savoir comment lancer. Vous devez tous, je pense, avoir Klaxoon. Je ne sais pas s'il faut que vous fassiez un petit scan code ou quoi que ce soit, peut-être Marie-Caroline. Voilà, je ne sais pas si vous avez tous entendu, mais vous avez donc un code qui est à l'écran que l'on vous invite à scanner avec vos téléphones. Et si toutefois vous n'y arrivez pas, vous pouvez aussi vous connecter, c'est bien ça Marie-Caroline, sur le site dont le nom ou l'app klaxoon.com. Alors, c'est difficile d'animer un atelier toute seule. Moi, j'ai vraiment pas eu de chance. Tout le monde était à plusieurs. Moi, j'étais toute seule sur scène. Donc, je veux absolument que vous participiez avec moi. Donc, je compte sur vous. Donc, on a travaillé avec l'Axoon. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de vous entendre. Et je sais que c'est pas toujours facile de prendre la parole dans des grandes assemblées. Et donc, je vais essayer de vous interpeller sur des fonctions avec des nuages de mots. Voilà, pour commencer. J'avais envie, en fait, au départ, alors on ne va pas faire un tour de table, même si j'adore savoir à qui je m'adresse, mais peut-être juste, est-ce que vous êtes majoritairement des entreprises? Peut-être, si vous pouvez lever la main. D'accord. Des investisseurs? D'accord. Investisseurs, banquiers ou autres
voilà, ou éventuellement des personnes qui agissent dans les collectivités locales, collectivités territoriales. Et alors après, le grand truc, c'est est-ce que j'ai oublié des gens en termes de représentativité? Mais bon, public-privé, beaucoup d'entreprises. Je suis ravie de vous avoir tous cet après-midi. La première chose que j'ai envie de vous poser déjà, parce que comment devenir entreprise à mission, c'est super, mais en général, j'ai un premier problème, c'est que les gens ne savent pas ce que c'est que l'entreprise à mission. Donc moi, je voulais déjà revenir un petit peu à la base. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise à mission? Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est, une entreprise à mission? Et est-ce que vous pouvez me mettre quelques petits mots magiques qui vont me permettre d'interagir avec vous, s'il vous plaît, au cours de cet atelier? Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça peut vous évoquer? L'impact. L'idée, c'est qu'on arrive à un nuage de mots qui va progressivement remplir ce bel écran. Engagé. On y reviendra. La notion d'engagement, elle est extrêmement importante. Créer de l'impact et créer de l'impact sur les territoires aussi, bien sûr. De l'impact sur les territoires. Et quand on parle d'entreprise à mission, c'est s'engager dans un combat singulier, hein, choisir un combat qui est le sien et pas uniquement de vouloir tout faire. Waouh, génial. Responsable, changement économique, statut. J'adore en fait cette fonction sur Klaxoon, je trouve que c'est très chouette. On arrive à des belles choses. Et ça vous permet, en fait, juste que vous compreniez, on a en fait des catégories de couleurs qui se mettent par rapport à des familles de mots qui sont à peu près équivalentes. Et ce qui apparaît vraiment, en fait, en gros, au milieu, ce sont les mots qui sont le plus cités par vous. Et effectivement, là, franchement, bravo, chapeau. Une entreprise à mission, c'est une entreprise engagée. Alors, Brice Rocher a l'habitude de dire, il n'aime pas en fait ce mot de entreprise responsable, parce qu'il me dit, Claire, ça me pose un vrai problème. S'il y a des entreprises responsables, c'est qu'il y a des entreprises irresponsables, et qu'on pourrait être tenté d'opposer les deux, alors qu'il n'y a pas d'entreprise irresponsable. Quand un entrepreneur se dit, je veux devenir entrepreneur et pas salarié et avoir ma tranquillité ou fonctionnaire, c'est qu'il veut prendre des risques, c'est que c'est quelqu'un de responsable, c'est que c'est quelqu'un d'audacieux. Alors après, l'entreprise peut être un peu pervertie, c'est peut-être le sujet. C'est peut-être pour ça que parfois, on finit par avoir des entreprises irresponsables. Mais effectivement, cette notion de responsabilité, elle est bien, elle est importante parce que moi, j'aime bien aussi dire qu'une entreprise à mission, ce n'est pas simplement une entreprise responsable, c'est une entreprise responsable et utile. Voilà, c'est une entreprise qui combine les deux. On peut être utile et irresponsable, et on peut être responsable et inutile. Et je pense que la place des entreprises de demain, et particulièrement dans un territoire dans lequel on cherche à se développer, ce sont des entreprises qui sont utiles et responsables. Alors ce mot de respectueuse, oui, il est extrêmement important. Aujourd'hui, on n'a pas nécessairement de cadre, hein, et on va y revenir. Brice Rocher a la chance d'avoir été mandaté par Olivia Grégoire et Bruno Le Maire dans le cadre d'un rapport sur l'entreprise à mission, précisément pour comprendre un petit peu comment on peut être plus respectueux. Et toute la difficulté, on va y revenir, c'est que cette loi Pacte, elle donne un cadre. C'est extrêmement intéressant, mais un cadre, et bien après, chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Et donc, ce qu'on cherche, effectivement, c'est à avoir aussi cette notion de respect et de s'assurer que les entreprises qui rentrent dans cette voie le feront correctement. Donc, beaucoup de mots, vous l'avez vu, le mot de statut, effectivement, hein, j'y reviendrai sur comment le devenir, il faut passer par une assemblée générale. Donc ça, c'est un point et ça explique aussi pourquoi il y a si peu d'entreprises cotées aujourd'hui qui sont devenues entreprises à mission. Il y en a deux, hein, une foncière et le groupe Danone bien nommé et bien connu. Donc ces notions de statut, effectivement, elles sont importantes. Moi, j'aime beaucoup dans ce que vous avez mis aussi proximité, humain, investi, progrès. On voit effectivement aussi qu'il y a quelque chose de très important dans l'entreprise à mission, c'est ce qu'on appelle les parties prenantes, une dimension écosystémique. Alors, je vois un de mes collègues qui est assis au premier rang qui vous parlera de ce que l'on fait à la Gacilly. Mais être une entreprise à mission, c'est être une entreprise engagée sur son territoire, en intégrant ces communautés. Et ces communautés, ce n'est pas uniquement ses actionnaires, ses salariés. J'y reviendrai aussi, c'est l'ensemble de ces parties prenantes. Et ces parties prenantes, c'est aussi les territoires, les collectivités locales sur lesquelles on s'engage. Donc beaucoup de choses. Arbitrage, c'est intéressant, oui, vous avez complètement raison. Être entreprise à mission, c'est choisir. Brice fait de la boxe et il dit souvent, j'ai choisi mon combat, moi c'est de reconnecter les hommes et les femmes à la nature, mais c'est mon combat et c'est le seul. Voilà. Et c'est effectivement sur ce point-là. Donc oui, être une entreprise à mission, c'est aussi faire des arbitrages. Alors, il y a peut-être un petit mot qui m'embête, c'est marketing. J'y reviendrai tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, être une entreprise à mission, c'est être une entreprise engagée. C'est partir effectivement vers un chemin. Ce n'est pas du marketing. Je pense que s'il y a un point qui est extrêmement important, et je pense que celui qui a peut-être mis ce mot-là, il voyait aussi une dimension que je trouve intéressante dans les bénéfices, c'est
communiquer et être prêt à s'engager à communiquer de façon transparente sur ce que l'on fait. Donc, il ne faut pas que ce soit qu'un outil de marketing. Et effectivement, je pense que l'un des défis de cette loi Pacte, c'est précisément que ce statut devienne quelque chose de tout à fait concret, réel, avec des entreprises qui soient engagées, qui soient dans le bon sens, avec de véritables engagements. En tout cas, merci. Merci pour ces premiers mots. Marie-Caroline, si tu peux peut-être juste passer, moi je vous ai mis, en fait, ça me semblait important, voilà, le contenu de cette loi Pacte. Vous avez mis beaucoup de mots. Franchement, vous avez voilà, évoqué plein de sujets qui sont effectivement, je pense, ce qu'avait voulu le gouvernement à l'époque. Moi, j'ai pour habitude de dire que la loi Pacte, c'était renouer avec l'esprit de conquête économique. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est quand on voit que le thème du Forum économique breton, c'est tous à la relance. Moi, je vous invite à considérer la loi Pacte comme étant renouer avec votre esprit d'innovation et de conquête. Et je pense que sur nos territoires, on en a cruellement besoin. Alors, la loi Pacte, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est une loi à étages. Olivia Grégoire, si vous l'avez entendu, elle parle généralement d'étage de la fusée. Alors, le premier étage de la fusée, c'est l'article 1833 du Code civil. C'est extrêmement intéressant. Le Code civil, c'est Napoléon, pour une juriste que je suis. C'est-à-dire qu'on a réussi à modifier le Code civil, c'est voilà, un beau challenge. Et donc, cet article 1833 du Code civil, il a été modifié avec quelque chose qui, je pense, est passé un peu sous silence ou qui n'a pas été vu par les entrepreneurs. C'est que l'entreprise, elle n'est plus gérée conformément à son intérêt social exclusivement, elle est gérée également en prenant en compte les considérations liées aux enjeux économiques, sociétaux et environnementaux. Et ça, je trouve que c'est intéressant, c'est qu'on rentre dans un concept effectivement de théorie de responsabilité sociale de l'entreprise sur son territoire et elle doit à minima gérer ses externalités négatives. Donc vous ne pouvez plus faire du business sans regarder ce qui se passe autour de vous, sans considérer que les ressources de cette planète sont finies, sans considérer qu'on a des enjeux sociaux aujourd'hui de gestion de nos emplois. C'est devenu une obligation pour tous les entrepreneurs qui sont dans cette salle. Voilà, et ça, c'est un point important. Beaucoup ne l'ont pas forcément vu. Et ça, c'est le premier étage de la fusée. C'est intéressant. Sachez que la France est vraiment pionnière sur ces sujets. Il y a beaucoup de pays qui ont intégré ces notions, mais la France est allée beaucoup plus loin dans le cadre de la loi Pacte. Le deuxième sujet, c'est l'article 1835. C'est que les statuts peuvent préciser une raison d'être. Alors, une raison d'être, c'est extraordinaire, ça donne un élan. Je vais revenir ensuite sur les bénéfices de cette loi. Mais la raison d'être, effectivement, c'est voilà, les principes dont la société se dote et effectivement le cadre qu'elle entend respecter. Et ensuite, vous avez le troisième étage de la fusée suivi d'un quatrième qui est le statut d'entreprise à mission. Donc concrètement, une entreprise à mission, c'est quoi? C'est une entreprise qui s'est dotée d'une raison d'être. Donc ces raisons d'être, plus des objectifs sociétaux et environnementaux que vous vous engagez à atteindre et à poursuivre et que vous mettez dans vos statuts. Donc, vous faites cette déclaration publique vers laquelle vous souhaitez aller et un cadre de gouvernance avec un comité de mission et un organisme tiers indépendant. Voilà, une entreprise à mission, c'est tout ça. Donc, c'est vraiment ces différentes composantes. À minima, je m'occupe de mes sujets, je me préoccupe de mes sujets RSE. Idéalement, je vais vers la raison d'être, je me donne un élan particulier, je me donne une trajectoire. Je ne fais pas que regarder dans le rétroviseur pour voir ce que je fais, est-ce que tout va bien, est-ce que j'ai pris en compte mes externalités négatives. Je regarde devant moi, qu'est-ce que je peux faire pour aider aux défis de ce monde. Et puis l'entreprise à mission, c'est l'étage d'après, c'est qu'en plus, vous vous dotez effectivement d'une publicité, vous vous engagez à être transparent sur ce que vous faites et vous mettez en place une gouvernance qui va vérifier que ce que vous dites est vrai. Par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, ça ne peut clairement pas être du marketing. Et puis le dernier étage, juste je l'évoque parce que pour nous, entreprise familiale, c'est important. On a eu, vous connaissez probablement l'entreprise Pierre Fabre qui est à Castres. Et bien à l'époque, Pierre Fabre voulait pas nécessairement, n'avait pas d'héritier. Quand on veut transmettre une entreprise familiale et s'assurer que cet esprit d'entreprendre perdure, le fonds de pérennité est aujourd'hui une solution juridique extrêmement intéressante. Voilà, c'est un outil juridique extrêmement novateur sur ce point-là. Voilà, donc juste pour démarrer, la loi Pacte, l'entreprise à mission, voilà ce que c'est. Et effectivement, une formule que j'aime bien, c'est qu'on dit que la raison d'être, c'est la loi Pacte, c'est un chemin. La raison d'être, c'est du miel. L'entreprise à mission, c'est de la gelée royale. Je vais essayer de vous convaincre. Voilà. Alors, le deuxième point, c'est que pour traiter cet atelier « Comment devenir une entreprise à mission ?», il me semblait absolument indispensable de vous expliquer pourquoi déjà. Pourquoi devenir une entreprise à mission? Qu'est-ce que c'est? Et pourquoi devenir une entreprise à mission? Alors là aussi, j'ai envie de vous faire travailler un petit peu. Marie-Caroline, si tu peux réactiver un petit peu ce point-là. Pourquoi devenir une entreprise à mission? Ce qui m'a intéressé, c'est de vous interpeller sur les bénéfices ou les freins.
Parce que finalement, parfois, quand on se dit, est-ce qu'on s'interroge sur quelque chose, c'est concrètement, qu'est-ce que ça peut me rapporter? Ou, pardonnez-moi, quel souci, tracas ou emmerdement ça va procurer? Et donc, finalement, quels sont les freins? Donc, à votre avis, quels sont les bénéfices liés à l'adoption de ce que je viens rapidement de vous présenter, cette raison d'être ou ce statut d'entreprise à mission? À vos téléphones. Le recrutement, le sens, évidemment. Un point très important, c'est vrai qu'une entreprise, c'est un contrat social dans lequel 2 entrepreneurs ou maintenant un entrepreneur s'engage pour mobiliser effectivement des salariés. Donc cette notion de recrutement, de présence auprès des collaborateurs, cette notion effectivement d'engagement, de marque employeur est extrêmement important, complètement raison. Donner du sens, bien évidemment. Donner du sens, aujourd'hui, on est en quête de sens et je dois dire que c'était un hasard que cette loi arrive, je dirais, concomitamment à cette crise sanitaire que l'on a vécue, mais en tout cas, je trouve qu'elle devient un formidable outil de modernité pour aller effectivement dans ce sens. Recruter des talents, oui, moi je trouve que c'est très vrai tout ce que vous mettez là. Travailler sur sa marque, on y reviendra. Je crois que c'est Alexandre Mars qui a dit un jour à Brice, les clients ont un pouvoir extraordinaire. C'est la sanction de la carte bleue. Voilà, et donc effectivement, ça c'est assez fort. Les entreprises qui ne seront pas des entreprises responsables et engagées ont le pouvoir d'être sanctionnées par le tribunal médiatique. Brice était à l'époque chez Arthur Andersen et quand on a eu la crise. Pour l'avoir vécu de l'intérieur, en fait, vous voyez bien qu'Arthur Andersen a été condamné par le tribunal médiatique, mais a été innocenté d'un point de vue judiciaire. Donc, effectivement, c'est un point très important, cette notion, effectivement, que l'on a aussi derrière par rapport à l'engagement, la marque. Travailler sur sa marque quand on est B2C, c'est important, mais aussi de la même façon quand on est B2B. Travailler sur sa vision, alors oui, ça j'adore. Effectivement, pour moi, être une entreprise à mission et le bénéfice, c'est vraiment être un phare. Voilà, être un phare dans ces mondes qui sont très complexes, dans cet environnement qui est parfois négatif et qui amène à se poser beaucoup de questions. Poser effectivement une vision, interpeller et questionner ses valeurs, complètement d'accord. Et puis effectivement se donner un cap. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous besoin d'une boussole. Et l'entreprise à mission, effectivement, l'un des bénéfices, c'est aussi effectivement de donner un cap aux dirigeants d'entreprise que vous êtes pour les aider effectivement à s'engager dans cette voie et à continuer leur combat. Complètement d'accord avec tout ce que vous avez mis. Donc de la reconnaissance, oui, de la part des collaborateurs, une capacité à mieux prendre de décisions, de l'attractivité, donner du sens. Qu'est-ce que je vois d'autre? Fédérer, bien évidemment, l'engagement. Je vois une décision commune. Effectivement, oui, c'est important. Entreprise à mission, c'est aussi, je vous l'ai partagé tout à l'heure, une gouvernance que vous mettez en place par rapport à cela. Et effectivement, c'est ne plus faire tout seul, mais intégrer les parties prenantes. Extrêmement intéressant. Je ne sais pas si ça va encore bouger, Marie-Caroline, ou si on est à peu près figé. Bon, en tout cas, super, bravo. Mais effectivement, voilà, sens, valeur, vision, les salariés, effectivement, les bénéfices de l'entreprise à mission, c'est un petit peu tout ça. Moi, j'ai essayé de vous en mettre quelques-uns dans la slide d'après pour vous donner un petit peu, en fait, selon moi, quels sont ces principaux bénéfices. Juste quelques points saillants. Là encore, je ne fais que paraphraser Brice. Brice dit souvent, la culture d'entreprise vient de trouver un support juridique. Et effectivement, je pense que ça, c'est extrêmement fort, extrêmement important. Donner un cadre juridique à la culture d'entreprise, c'est fort. Pour une entreprise familiale, c'est extraordinaire parce que ça veut dire que l'esprit de notre fondateur, M. Yves Rocher, est maintenant écrit dans nos statuts. Voilà, et effectivement, on est parti, je vais revenir après sur la raison d'être des fondamentaux de M. Yves Rocher. Donc, effectivement, donner un cadre à cette culture d'entreprise, à l'esprit d'entreprendre, c'est extrêmement important et c'est un bénéfice fort. Engager les collaborateurs. On dit maintenant, nous, très souvent, la raison d'être, c'est une raison d'y être pour les collaborateurs. Donc, bravo pour tout ce que vous avez mis sur ce point-là. Pérenniser l'acte intentionnel du fondateur, ça c'est, je pense, aussi extrêmement important. Je vous disais tout à l'heure en introduction que la loi Pacte, pour moi, s'est renouée avec cet esprit de conquête. Je pense que l'un des bénéfices du statut d'entreprise à mission, c'est vraiment aussi engager l'entreprise dans une transformation. C'est quelque part, en fait, une injonction d'innover. Voilà. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que quand vous devenez entreprise à mission, voilà, vous avez pris effectivement un engagement que vous rendez public. Il y a une certaine forme d'exemplarité sur ce point-là que je trouve extrêmement intéressante.
Donc je vous l'ai mis voilà, tel que une injonction effectivement pour innover en arrivant à préserver. On est une entreprise, on n'est pas une association. Donc l'objectif, c'est de continuer à créer de la valeur, à créer des richesses pour les territoires, pour les salariés, pour les actionnaires, bien évidemment, et globalement pour l'écosystème. C'est concilier, je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, performance économique et prise en compte du bien commun. Et ça, effectivement, c'est important parce que ça redonne du sens par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis, on parlait marketing, c'est pour ça que j'ai réagi, c'est accroître la visibilité de votre entreprise aussi. Et c'est le faire en une forme extrêmement authentique, en prouvant effectivement son engagement. Écoutez, extrêmement intéressant pour ces retours. Merci beaucoup. Alors, une fois qu'on a dit effectivement, voilà, pourquoi s'engager, quels sont effectivement les différents bénéfices, l'idée, c'est que je vous traite dans le temps qui nous reste un petit retour d'expérience de nous, ce que l'on a fait, humblement, pour voilà, aider à vous inspirer, à voir aussi vos questions. N'hésitez surtout pas à m'interrompre. Je sais que j'ai un débit vocal assez rapide, donc surtout, n'hésitez pas à m'interrompre. Et effectivement, de revenir sur un petit peu les étapes finalement et comment devenir entreprise à mission. Alors, je vous ai mis, je ne sais plus, j'avais une autre question, c'est ça? Ah ben oui, parce que j'avais mis les freins, c'est ça Marie-Caroline, merci beaucoup. Je vous ai dit effectivement tout à l'heure que je voulais aussi vous interroger sur les freins, parce que l'objectif, c'est qu'on arrive à convaincre le plus grand nombre d'entre vous de devenir entreprise à mission. Et donc, ça m'intéressait de comprendre ce que vous voyez effectivement comme frein pour qu'on puisse, le cas échéant, avoir l'occasion d'en discuter ensemble. Je vous sollicite. Honnêtement, c'est vraiment pas facile d'animer un atelier avec tous derrière vos masques, de ne rien ressentir. C'est beaucoup mieux déjà que du digital. Pour avoir fait beaucoup d'événements en digital sur ces derniers mois, c'est déjà très chouette de pouvoir croiser vos regards. Ce serait beaucoup plus sympathique de pouvoir aussi voilà, deviner derrière vos expressions. Alors, comme frein du juridique, ben oui, effectivement, entreprise à mission, c'est déjà à minima passé par une AG, c'est forcément de la paperasse, c'est du droit. Et effectivement, même si juriste de formation et que j'aime ou j'ai pu aimer mon métier, c'est quelque chose. Lourdeur administrative, bien sûr. La lourdeur administrative, je pense qu'il y a aussi les coûts. On parlait tout à l'heure de l'OTI. Avoir un OTI, ben forcément, ça va encore être des ressources à engager pour l'entreprise. Pérennité, alors c'est intéressant de voir pourquoi la pérennité serait un frein à l'évolution dans l'entreprise. Les actionnaires, alors c'est vrai que nous, on a la chance d'être détenus à 100%, donc c'est un petit peu plus facile. On peut dire que Brice Rocher se parle à lui-même, donc c'est probablement plus facile. En tout cas, il parle aux membres de sa famille, ce qui n'est pas toujours facile. Mais en tout cas, effectivement, convaincre ses actionnaires et les embarquer, je pense que ça peut être un vrai frein. Je l'évoquais tout à l'heure pour les entreprises cotées. Coût et rentabilité, je pense que c'est un vrai sujet. Ce que je trouve intéressant derrière ce point, c'est aussi effectivement de s'interpeller. On aime bien faire une comparaison avec le digital, par exemple. De se dire, la révolution et le digital, beaucoup d'entreprises se disaient, oh là là, c'est compliqué, ça va me coûter de l'argent. Et puis finalement, on n'a pas eu le choix et on s'est engagé dans cette transformation. Donc, la question que j'ai envie de vous poser par rapport à ça, c'est est-ce que finalement, face aux enjeux et aux défis de notre monde aujourd'hui, a-t-on véritablement un autre choix que celui d'engager nos entreprises dans la préservation aussi du bien commun et dans cette capacité à contribuer à quelque chose d'un petit peu plus grand qui les dépasse? Donc oui, ça a un coût. J'ai vu d'ailleurs des études extrêmement intéressantes, notamment après l'affaire Danone, qui disaient, voilà, finalement, faire de la politique RSE, c'est super, mais vous avez plus de chances que les autres d'être attaqués ou de faire l'objet de fonds activistes. Donc effectivement, ça rejoint ces débats qu'on pose avec les actionnaires. Je pense que c'est un point important. Voilà. Après, pour autant, effectivement, je pense que le digital, on n'a pas le choix. Et je pense que ces mouvements, de la même façon, on n'a pas le choix. Et là, j'utilise encore un petit point que Brice peut relayer à ses patrons. C'est notre job d'entrepreneur. C'est-à-dire qu'on n'est pas payé juste pour conduire l'activité. On est là aussi pour répondre à des questions, pour répondre à des solutions et à des problèmes complexes. Pas juste faire les choses en business as usual. Mais vous avez raison, forcément, effectivement,
c'est comment arriver à faire mieux avec moins. On avait un directeur général chez nous qui était habitué à utiliser cette phrase. Mais c'est vrai que quand on vous pose ce contexte ou ce cadre, je pense que c'est intéressant parce qu'on se rend compte, et honnêtement, je crois que la crise sanitaire que l'on a vécue nous a tous confortés dans ce point-là. On peut arriver à faire mieux avec moins, on peut s'organiser différemment, on peut être plus agile. En général, ce qu'il nous faut, c'est un bon coup de pied dans derrière, parce que sinon, on reste parfois dans nos situations confortables. Donc c'est vrai que voilà, je pense aussi que ce qui peut être une contrainte, ce qui peut être perçu comme de la lourdeur, peut aussi devenir, bien sûr, une formidable opportunité pour mettre vos entreprises en mouvement. Alors, contrôle, conservateur, non compatible PME, je pense que c'est intéressant. On a, nous, interrogé beaucoup d'entreprises, effectivement, sur ce point-là. Moi, je suis convaincue qu'on peut être entreprise à mission, même quand on est auto-entrepreneur. Je pense que c'est aussi une question d'ambition, une question de volonté. Après, effectivement, je le disais tout à l'heure, typiquement, quand on a moins de 50 salariés, déjà, on n'a pas de comité de mission, on n'a pas d'OTI. Enfin, voilà, il y a des choses qui peuvent être un petit peu plus légères. Je pense que ce qui est intéressant, c'est quand même de se dire, la France a fait un pari audacieux en rentrant dans cette loi Pacte. Est-ce que tous les acteurs ont envie de s'engager dans cette voie? Moi, en tout cas, quand j'interroge des patrons de PME, en général, en fait, on me dit, Claire, nous, on est drivé par notre mission. On ne se pose même pas la question. Parce que si on a monté une boîte, en fait, au fin fond de la Bretagne, c'est parce qu'en général, on voulait répondre à un défi. Et on ne s'est même pas posé la question de notre responsabilité. On s'est dit, je n'ai pas le choix, je dois le faire. Monsieur Rocher, quand il a créé son entreprise, c'était pour ramener de l'emploi en Bretagne. Il ne s'est pas posé de questions, il l'a fait. Donc, ce que je trouve intéressant derrière ce point, c'est que moi, je pense au contraire que c'est compatible PME. C'est même probablement plus facile pour les petites entreprises par rapport à ce qu'on évoquait sur le contrôle des actionnaires que dans les grands groupes. Et pour autant, je peux vous assurer que même dans les grands groupes, on se rend compte, je tairai des noms de grands groupes bretons, mais que ça peut être aussi une solution pour eux. On a eu la chance d'accueillir à la Gacilly les journées particulières du FBN, qui regroupe les grandes boîtes familiales françaises. Et moi, ce que je disais, c'est que c'est aussi quand vous êtes à la 3e, 4e, 5e, 6e, 7e génération, c'est aussi une façon pour... Alors, plus les investisseurs ou les actionnaires, de s'assurer que l'esprit d'entreprendre va être préservé. À partir du moment où vous avez dans vos statuts, je vais vous expliquer après nous comment on a fait, quel a été l'esprit d'origine, ce que votre fondateur a voulu faire, croyez-moi, même quand il n'est plus là, vous vous sentez obligé de continuer à faire ce qu'il a posé au départ. Donc ce que je trouve intéressant, c'est qu'au contraire, effectivement, les PME peuvent montrer la voie, et puis sur les grandes entreprises qu'on a interrogées, elles sont en train de se rendre compte que ça peut au contraire devenir un formidable outil pour les aider à s'engager dans une transformation, sachant que la RSE, ça coûte cher et ça ne rapporte rien. Mais en revanche, moi, je suis convaincue qu'une entreprise demain sera responsable ou ne sera pas. C'est un peu ce que je vous disais en introduction tout à l'heure. Je pense que c'est une évidence. Et on a la chance d'être dans un pays où on a des leaders d'opinion, des leaders politiques qui ont aujourd'hui ces convictions. Donc, sachons saisir cette opportunité. Je pense qu'aujourd'hui, on peut inventer une nouvelle forme de capitalisme responsable. Alors, avoir des compétences, oui, des ressources, oui. Après, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai la chance de travailler pour une entreprise où M. Rocher, à l'époque, quand il avait des innovations, il les mettait à disposition de tous les industriels de la région. J'ai retrouvé des choses incroyables à l'époque sur des petits flacons pompes pour éviter de mettre de l'air. Et en fait, M. Rocher donnait accès à tous ces brevets. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on est là pour s'aider. Moi, j'aime beaucoup cette notion de forum économique breton. On est là aussi pour une certaine forme de solidarité et d'entraide. Donc, si vous voulez des conseils, je suis bien évidemment là, mais les équipes du groupe aussi. Et je pense qu'à partir du moment où on rentre dans une dynamique et qu'on s'autorise à travailler pour faire chic en open source, j'ai réussi à placer plein de mots en anglais, on va pouvoir aussi partager finalement tout ça et mutualiser, voilà, se faire des transferts de savoir-faire, de compétences, parce que finalement, sur ces sujets-là, moi, je suis convaincue d'une chose, c'est qu'il n'y a pas de concurrence. Voilà, il n'y a pas de concurrence, même nous avec L'Oréal, sur le fait de savoir comment on réduit le plastique. Il n'y a pas de concurrence sur ce sujet-là. On a des concurrences par rapport à nos marques. Et après, comme je vous disais tout à l'heure, c'est où les collaborateurs qui choisissent de nous rejoindre ou pas, ou les clients d'acheter nos produits ou pas. Mais en revanche, on n'est pas concurrent sur le fait de réduire l'utilisation du plastique. Au contraire, on a tout intérêt à s'aligner sur ces points-là. Et donc, vous voyez que justement, ce qui peut apparaître effectivement comme un frein, au contraire, c'est une opportunité incroyable de travailler de façon décloisonnée, désilotée, d'ouvrir ses yeux, de travailler dans une vision écosystémique en intégrant nos communautés et nos parties prenantes.
Voilà, donc administratif, implantation, tout ça, bien évidemment, je l'entends. Un cahier des charges qui est peut-être pas assez précis, hein. Je pense que sur certains points, probablement cette loi Pacte aurait besoin d'être clarifiée. En revanche, voilà, soyez assurés, moi, pour le vivre de l'intérieur. Alors, j'ai la chance de travailler dans ce groupe depuis très longtemps. Je suis passionnée par ce qu'ils y font. Ça doit s'entendre au ton de ma voix. Mais en tout cas, quand on est une entreprise à mission, on est fier. Voilà, on est fier de travailler dans une entreprise à mission qui a fait un choix qui n'est pas uniquement celui de la performance économique. Oui, qu'on en avait depuis l'origine, c'est ce que dit Brice, tout à fait. Oui. Oui. Suivent. Mm. Oui, nous, on a pris effectivement ce statut le 24 octobre 2019. Oui. Oui. Ben, je pense. Oh, je ne sais pas, c'est gentil de nous dire ça, mais non, je pense qu'il y a deux choses. Alors, moi, honnêtement, enfin, Brice est quelqu'un, vous l'avez peut-être déjà rencontré, c'est quelqu'un comme son grand-père, d'extrêmement charismatique et de visionnaire, ça c'est sûr. Donc, moi, je me souviens des discussions qu'on a eues à l'époque, quand on était sur les discussions du rapport Nota-Sénar, où je disais à Brice, il faut regarder, il faut regarder. Brice me dit, mais Claire, il a dit d'ailleurs un jour sur BFM ou dans un forum, la première qui m'en a parlé, c'était moi. Je lui ai dit, mais Claire, les entreprises, non, préservation du bien commun, c'est l'État. Et puis en fait, à un moment, Brice, au fur et à mesure, en regardant ces points-là, effectivement, s'est vraiment dit, mais finalement, en fait, je sais pourquoi ça ne m'a pas parlé, parce que nous, on est nativement entreprise à mission. Donc on a fait un truc audacieux parce qu'on est détenu à 100%, c'est qu'on a adopté le statut avant la publication du décret. Donc voilà, c'est forcément pour ça qu'on est les premiers, parce que le décret est publié après en janvier 2020. Je ne pense pas que c'est parce qu'on est, voilà, on était visionnaire, puis du coup, Brice, il aime bien en fait être leader et pas suiveur. Ça, c'est un trait de personnalité extrêmement fort. Donc, il y avait un petit clin d'œil, je pense aussi à son grand-père et à son père d'adopter ce statut avant tout le monde, une forme de reconnaissance de ce qu'ils avaient fait aussi. Après, je pense qu'il y a frilosité, je ne sais pas, besoin de comprendre effectivement ce qui se passe. Et puis tous les freins que vous posez, ils sont réels, honnêtement. Moi, je ne cherche pas à les nier. Je pense en revanche que l'on a, nous, une obligation, c'est d'entraîner en fait les autres. Et moi, je suis persuadée, en tout cas, je l'espère, que quand vous serez ressortis, on a fait un appel lors du FBN le 2 juillet. On va l'appeler, comme Auguste fait son appel, tu l'as fait pour le festival à mission, on va l'appeler l'appel du 2 juillet 2021. On a appelé 100% des entreprises familiales qui étaient présentes dans la salle à devenir entreprises à mission. Et ben depuis, j'en ai déjà 4 qui sont venus à la Gacilly pour voir ce que l'on faisait, comment on travaillait, et puis du coup, qui vont s'engager. Voilà. Et au nombre d'entre elles, des grands groupes, j'en ai un en tête particulier, je discutais avec son fondateur, qui représente 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est un très, très gros groupe familial. Eh ben, ils vont s'engager dans ce statut. Il faut réfléchir, ce n'est pas un statut qu'on embrasse à la légère. Je disais tout à l'heure, ça m'a fait réagir marketing. Pourquoi ? Parce que moi, je trouve que ce qui est génial dans le statut d'entreprise à mission, c'est s'engager dans une voie, le dire et accepter d'être transparent. Je pense que cette transparence, elle est aujourd'hui évidente, elle fait partie de nos vies. Enfin, moi, je me bats contre ça avec mes enfants, mais le digital est partout, tout se sait en 2 minutes. Et effectivement, je pense que l'authenticité de l'engagement, c'est important. Donc moi, je ne juge pas, je dis simplement, chacun son temps. C'est important. Et puis, je vais vous expliquer un peu les différentes étapes. Je ne vais pas vous mentir, c'est du boulot. Enfin, nous, honnêtement, c'est un travail. Je vous ai mis juste une slide. Ça nous a pris plus de 2 ans et demi pour faire notre raison d'être. Parce qu'on y a associé nos collaborateurs, nos actionnaires, des jeunes, des moins jeunes, des salariés dans nos chaînes, dans les usines. Donc, c'est un processus itératif. J'aime vraiment en fait, cette idée de chemin. Voilà, moi, je dis, chacun prend son temps, chacun fera effectivement à son rythme. L'essentiel, c'est que tout le monde, à un moment, se pose la question et prenne ses décisions en conscience. Et puis après, chacun contribue. Moi, certains balayent d'une main le colibri. Moi, j'adore. Chacun sa part. Et puis, si on fait tous un petit quelque chose, c'est comme ça qu'on fait des grands fleuves. Donc, ces freins, ils existent. Et c'est pour ça que je voulais vous faire réagir là-dessus. Il ne faut pas les nier. Enfin, on n'est pas non plus dans un monde de bisounours. Tout est beau, tout est gentil. Les entreprises sont superbes. Tout le monde peut être entreprise à mission. Je vous en prie. Alors, c'est précisément un très bon point. En fait, je vous disais que Brice, on est sur un rapport là, justement d'amélioration. On va demander en fait, à ce que ce soit ouvert à toute forme de société commerciale.
Et on a des grandes discussions avec Brice sur le statut de l'auto-entrepreneur. Et pourquoi on a ces discussions? Parce que justement, la société, c'est aussi une forme de protection, je dirais, de la responsabilité et de ce qui s'y passe par rapport aux actionnaires. Et on parlait tout à l'heure dans les freins des actionnaires, on parlait effectivement des activistes et voilà, on a une vraie discussion juridique sur ce point-là. Mais moi, je trouve que oui, on devrait pouvoir l'étendre. Ça fait partie des points qu'on a en discussion pour être transparente avec vous. Mais en l'état actuel de la loi Pacte, ce n'est pas possible. Il faut être une société commerciale. Ouais. Pas forcément, non. C'est-à-dire qu'en revanche, PME, TPE, il y en a d'ailleurs. Hein, nous, on suit le compteur des entreprises à mission. Il y en a de plus en plus. Et vous avez Slip Français, Groupe Rocher, Danone. Donc, vous avez vraiment en fait, tout type d'entreprise, toute taille d'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est la dynamique dans laquelle vous avez envie de vous engager. Alors, je vous ai fait, vu le temps passe, ce qui me semblait intéressant, c'est dans le comment, parce que je suis quand même censée répondre à cette question, comment devenir une entreprise à mission. Moi, je suis très dessin animé, j'adore rêver. Donc, je vous ai mis effectivement, pour moi, cette entreprise à mission, c'est vraiment un chemin vers la quête du Graal. Voilà, je vous utilisais tout à l'heure cette notion de miel pour la raison d'être et de gelée royale pour l'entreprise à mission. Je pense que l'entreprise à mission, c'est vraiment cette quête. Et du coup, pour répondre à votre question, c'est un long chemin. C'est un long chemin et vous pouvez décider de vous y engager maintenant, pour dans 10 ans, peu importe. Ce qui compte, je pense, c'est le mouvement. Voilà, moi, j'arrête pas de bouger depuis tout à l'heure. Je pense que quand on ne bouge pas, on meurt. Ce qui est important, c'est que nos entreprises restent actives et dans le mouvement. Alors, le premier point, quand on veut devenir entreprise à mission, c'est tout d'abord d'avoir une raison d'être. Je vous ai dit tout à l'heure, une raison d'être, une raison d'y être pour le collaborateur. Une raison d'être, c'est aussi et surtout, finalement, redonner, vous l'avez mis tout à l'heure, la portée du sens de l'engagement de ce que votre entrepreneur, votre fondateur a voulu faire. Ce qui est important que vous reteniez, c'est que être entreprise à mission, c'est une qualité, c'est un choix. Vous êtes totalement libre d'être ou de ne pas être entreprise à mission. Vous êtes libre d'adopter ou pas une raison d'être. Vous devez, en revanche, vous interroger sur vos externalités négatives. Voilà. Et donc, l'idée, c'est vraiment que cette qualité, finalement, qu'est-ce qu'on a voulu dans cette loi Pacte? C'est effectivement donner des outils aux entreprises pour leur permettre d'aller plus loin dans l'engagement qu'elles veulent prendre et dans leurs responsabilités. Alors du coup, définir une raison d'être, c'est quoi? Alors je vous ai mis la nôtre, je vais vous la partager tout à l'heure, mais on a en fait pour habitude maintenant, nous, de vous donner en fait 4 conseils. Le premier, c'est de puiser dans vos racines. Alors, je vais arrêter de regarder mon collègue qui est au premier rang, sinon il va rigoler. Mais on est tous les deux persuadés que regarder dans le rétroviseur, regarder d'où on vient, regarder qui on est, c'est important et qu'on n'est pas là pour réinventer l'eau chaude, mais simplement en fait, regarder d'où on vient, ça permet tout simplement de se poser dans le futur. Voilà, donc regarder d'où on vient, regarder son histoire, c'est une façon d'inventer un futur qui sera cohérent avec votre histoire, votre ADN. Donc le premier point pour faire une raison d'être, c'est de puiser dans vos racines. Qui vous êtes vraiment? Qu'est-ce que vous avez voulu faire? Pourquoi un matin vous vous êtes dit, tiens, je vais être entrepreneur? Voilà. Pourquoi vous voulez être entrepreneur unique? Pourquoi vous voulez avoir une grosse entreprise? Pourquoi vous voulez être en Bretagne, à l'étranger? Qu'est-ce que vous voulez faire? Puiser dans vos racines. Le deuxième conseil que je peux vous donner, la deuxième étape, c'est de répondre à un défi, actuel ou futur. Monsieur Rocher, c'était ramener l'emploi en Bretagne. C'était rendre accessible la beauté à toutes les femmes. Voilà, c'était un moment où, à post-guerre, l'emploi, effectivement, la désertification rurale était une réalité. Et puis, par ailleurs, la beauté n'était accessible qu'à ces grandes dames parisiennes. Qu'à cela ne tienne, je vais aller leur donner les produits de beauté chez elles. Et comment je vais le faire? Par la poste. Bien évidemment, tout ça a été absolument facile. Donc, répondre à un défi actuel et futur. Quel est le problème que vous voulez faire? En général, quand on est entrepreneur, j'ai rarement rencontré un entrepreneur qui, au début, me dit « Tiens, je veux être entrepreneur, peut-être à part certains de nos jeunes maintenant. Je veux être entrepreneur pour gagner de l'argent. » En général, quand on est entrepreneur, c'est pour répondre à un défi, répondre à un problème, parce que vous avez un truc qui vous titille depuis des mois et vous dites « Tiens, j'ai la solution. » Donc, répondre à un défi, je pense que c'est important. Le troisième conseil que je vais vous donner, ou la troisième étape, c'est de définir un socle de valeurs. Comment vous fonctionnez? C'est apparu tout à l'heure quasiment instinctivement dans les éléments pour définir valeurs, collaborateurs, engagement. Voilà, qui vous êtes,
quel est effectivement le socle de valeurs qui se passe dans votre entreprise. Est-ce que vous êtes authentique? Est-ce que vous êtes engagé? Est-ce que vous êtes, j'en sais rien, il y a écologiste, peu importe, mais en tout cas votre socle de valeurs. Et puis la dernière, et ça c'est vraiment Brice qui le dit, donc je vais à nouveau le paraphraser, une fois que vous avez fait tout ce travail sur votre raison d'être, vous prenez le papier en tête de votre concurrent, donc nous L'Oréal par exemple, et vous mettez votre raison d'être sur le papier en tête de L'Oréal. Et s'il n'y a rien qui vous choque, ben vous recommencez tout ou vous rachetez L'Oréal. Voilà, c'est l'option. Donc ça, c'est le premier point. Devenir une entreprise à mission, c'est d'abord définir votre raison d'être. C'est la première chose. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous voulez faire? Ça prend du temps. Je vais vous montrer un petit peu, nous, ce à quoi on est arrivé. La deuxième chose, c'est de formaliser votre mission. Voilà, nous, on ne s'est pas dit, on veut gérer des problèmes d'égalité hommes-femmes, on veut je ne sais quoi. Nous, on veut reconnecter les femmes et les hommes à la nature. Pourquoi? Parce qu'on est tous des produits de la nature et qu'on est convaincus qu'à partir du moment où on est connecté à la nature, on la préserve. Voilà, et donc, on est dans cette dimension de reconnexion à la nature, de reconnexion à soi, dans une beauté que l'on veut authentique et réelle, avec des produits de qualité et respectueux de la femme et de l'environnement. Donc, formalisez votre mission et travailler sur vos objectifs. Et ça, c'est génial. Ça veut dire que vous n'allez pas vous faire tous les objectifs du développement durable de l'ONU. Non, vous allez choisir votre combat, ce qui vous motive, ce qui fait que chaque matin, vous vous levez avec la soif de continuer à entreprise et d'aller lever tous les freins qui aujourd'hui vous assaillent, et Dieu sait s'ils sont nombreux. La troisième étape pour devenir entreprise à mission, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, être entreprise à mission, c'est une raison d'être, des objectifs et une gouvernance. C'est bien beau d'avoir des objectifs. Et là, effectivement, ça rejoint votre question, c'est qu'après, il ne suffit pas juste de plaquer ça sur des... Voilà, comme on fait le travail sur les valeurs, et on plaque ça sur une belle affiche et on s'arrête là. Il faut que vous décliniez ces différents objectifs dans des éléments concrets, opérationnels. Concrètement, qu'est-ce que je vais faire pour faire ça? Comment je peux reconnecter les hommes à la nature? Qu'est-ce que je vais faire? Nous, de notre côté, un exemple, on a mis en place un baromètre mondial d'indices de reconnexion et de connexion à la nature pour nous permettre concrètement de nous attaquer à ce sujet et de savoir comment on allait pouvoir entreprendre des actions pour améliorer cette reconnexion à la nature. Donc concrètement, qu'est-ce que je vais faire de façon opérationnelle sur ma mission et sur des enjeux RSE, bien sûr? Quels vont être ensuite vos plans d'action, vos KPIs, vos outils de mesure? Et ça, effectivement, vous avez raison, ça prend un temps dingue. Vous avez demain Jean-David Schwartz, qui est le patron de la RSE du groupe, qui est l'un des DGA de Brice Rocher, qui vient intervenir ici au FEB. N'hésitez pas à l'interroger, il est encore dedans. Voilà, c'est pas simple, mais on n'est pas là pour vous dire que tout est facile, mais au contraire, mais quel challenge! Qu'est-ce que c'est motivant de rentrer sur ces différents défis? Le quatrième point, c'est de définir les modalités de gouvernance. Voilà, je le disais tout à l'heure, être entreprise à mission, c'est s'engager et communiquer sur cette transparence, donc définir les modalités de suivi de cette qualité d'entreprise à mission. Ça, c'est vraiment des éléments de gouvernance. Et puis, le dernier point, c'est le passage obligé, c'est l'Assemblée générale, c'est les actionnaires, et c'est des décisions qui se font effectivement uniquement avec eux, et ensuite, vous allez gentiment au greffe. Voilà, donc ça, c'est un petit peu les étapes sur comment devenir entreprise à mission. Je vois que le temps déroule vite, et je crois que je suis censée, Marie-Caroline, finir à 45-00, c'est bien ça? Donc, je vais revenir sur 3 slides qui me restent, juste pour vous donner un petit peu voilà, ce que j'appelle un rétex. Je vous en prie, allez-y. Oui. Oui. Alors, je vous ai mis une slide là-dessus. Je vous ai mis une petite slide. Vous allez voir, ça a été un processus itératif et très long. Donc concrètement, voilà, en retour d'expérience, je vous disais, on a adopté, nous, le statut 24 octobre 2019. On a commencé, retour en arrière, on est fin 2017. On commence à entendre parler de la loi Pacte. Début 2018, on s'interroge. Et donc concrètement, nous, qu'est-ce qu'on voit? On a effectivement partagé le rapport du GIEC. À l'époque, Brice fait lire ça à tous ses DG, aux membres de son COMEX. Comment le groupe Rocher veut s'inscrire face aux enjeux du 21e siècle. On avait par ailleurs un enjeu, et on est en interne entre nous, entre guillemets, donc on se dit tout, comment donner de la force et de la cohérence à un portefeuille de marque où effectivement Brice Rocher a continué ce qu'avait fait avant lui son père et son grand-père, de la croissance interne mais aussi externe. On a aujourd'hui 10 marques cosmétiques qui chacune vous invite dans son univers. Petit bateau, textile, cosmétique,
si on était coté en bourse, les gens diraient: «Vous êtes bien gentil là, mais vous êtes un bien piètre patron. Pourquoi vous avez du textile? Vous pouvez mutualiser sur rien, vous êtes à 3, les autres sont en Bretagne». On serait pénalisé, on serait sanctionné par les marchés. Quand on travaille sur notre raison d'être et notre mission, en quoi Petit Bateau est cohérent? Parce que Petit Bateau est la seule marque qui permet de s'adresser à l'enfance avec des vêtements qui permettent aux enfants d'être où dans leur meilleur territoire de jeu, la nature, c'est-à-dire dehors. Et donc, on fait des vêtements de qualité que l'on se redonne de génération en génération. Et croyez-moi, ils tiennent dehors sur la plage, on peut les mouiller, peu importe, ils seront quand même transmis aux petits cousins, aux petits frères ou à la petite sœur. Et donc, Petit Bateau, dans notre dynamique de reconnexion à la nature, ils ont fait un formidable travail et ce sont les seuls à pouvoir s'adresser à cette clientèle qui est l'enfant et de redonner à tous les parents que nous sommes, je l'espère, des yeux d'enfant sur cette capacité de se reconnecter à la nature. Et quand on fait ça, ça fait un bien fou. Voilà. Et donc ça, c'est génial. C'est effectivement une question, comment redonner de la cohérence à ce groupe qui a vécu, qui a fait des acquisitions, des cessions. Mais c'était aussi un de nos défis. Et puis, je parlais tout à l'heure de nos parties prenantes. Vous entendrez Auguste Coudray, qui a dû partir, qui est le patron du Festival Photo, très engagé sur nos relations à la Gacilly. Nous, on voulait vraiment donner une force et un renforcement à nos parties prenantes. Cet engagement, il était extrêmement important pour nous. Donc du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on a fait pour répondre à votre question? Eh ben, on s'est engagé effectivement dans un processus qui nous a amené à une convergence de points de vue. Mais je peux vous assurer que ça a été long, très très long, surtout pour arriver à la fin à une phrase qui fait 4 paragraphes. Vous dites, mais mon Dieu, ils ont mis 2 ans et demi pour faire ça. Donc oui, on a eu une démarche du COMEX, bien sûr. C'est une démarche qui a été portée par notre dirigeant Brice Rocher. On a eu, bien sûr, moi je suis au niveau de la holding familiale. Vous pouvez vous demander pourquoi je suis là. Mais parce qu'on est un groupe familial à 100%, et puis il faut passer par l'AG. Donc si les actionnaires disent non, ça ne sert à rien. Donc moi j'ai fait le même travail avec nos actionnaires. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous voulez faire? Quelle est votre raison d'être personnelle? Comment vous vous projetez? Rocher, c'est super, mais c'est un peu lourd quand même à porter comme nom. Est-ce que vous avez, vous aussi, en dehors de votre nom, un prénom? Comment vous appelez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment vous voulez vous engager après Yves Rocher, Didier Rocher, Brice Rocher, que des hommes? Vous, mesdames, qu'avez-vous envie de faire? Donc, comment engager effectivement nos actionnaires dans ce mouvement extrêmement important? Nos équipes internes, absolument indispensable. On ne fait pas ça top-down, non, on est vraiment dans un mouvement collégial au niveau de l'entreprise. Donc, on a travaillé avec nos équipes RSE. Nos équipes RSE, elles ont vraiment créé en fait des comités avec des externes parties prenantes pour aller voir aussi ce qui se passait dehors. Donc, on a constitué en fait des advisory boards où on a réinterrogé notre stratégie RSE et on est allé chercher en fait du coup des externes pour leur dire bah tiens par exemple la marque Rocher, la marque Petit Bateau, on vous dit performance RSE, vous nous attendez où? Je vous attends là, vous êtes là, ou vous devriez être ici, vous êtes là, voilà, pour avoir aussi ce regard. Et puis Brice a constitué un groupe de millennials, c'était un peu à la mode à l'époque, mais on l'a fait, c'était très chouette. Et eux, effectivement, ont travaillé. Donc là, on a associé, il y avait 150 personnes du monde entier, de l'ensemble de nos marques qui ont travaillé et qui nous ont présenté en fait à l'ensemble des cadres dirigeants leur démarche. Et donc c'est tout ça, mis bout à bout, qui a permis d'avoir cette raison d'être que je pense être aujourd'hui complètement intégrative et qui permet d'avoir une déclinaison qui soit vraiment opérante dans notre groupe pour toutes nos marques et pour tous nos métiers. Et on ne s'en cache pas, on est dedans, c'est super, on est dehors, c'est-à-dire une marque ne répond pas à notre raison d'être, et bien elle restera, elle sera vendue. Voilà, donc on est en fait dans ce que je vous disais tout à l'heure, être entreprise à mission, c'est, et en plus on est en Bretagne, avoir un phare qui nous éclaire chaque jour dans notre mission d'entrepreneur pour nous aider à prendre des décisions, parce que c'est ce que doit faire un entrepreneur, c'est décider et avoir finalement un filtre qui l'aide où qu'il soit, quels que soient les sujets, c'est absolument un soutien pour un dirigeant qui est souvent seul. Et donc, je vous ai mis, et je m'arrêterai là-dessus, 47-50, j'ai un peu débordé. Je vous ai mis en fait notre raison d'être derrière. Et vous y retrouverez effectivement la déclinaison. Marie-Caroline, si tu peux passer la slide après, s'il te plaît. Bon, ça, c'est ce que je vous disais, je vais passer vite. Je vous ai mis l'affectio au cœur parce que je suis juriste de formation, donc forcément, j'aime ça. Affectio societatis, affectio familiae. Pour moi, en fait, ce qui fait l'esprit d'entreprendre, c'est au cœur. Et puis après, vous avez tout le monde, les actionnaires, les clients, les parties prenantes. C'est vraiment en fait une vision systémique de l'entreprise. Et du coup, notre raison d'être, si vous la lisez, vous y retrouverez effectivement ce que je vous disais tout à l'heure. Tout d'abord, l'expression effectivement de nos racines, de notre ADN, d'où on vient. Effectivement, nous, aujourd'hui, on est convaincus, grâce à l'expérience personnelle de Monsieur Yves Rocher, que la nature a un impact positif sur le bien-être des personnes et donc sur leur envie d'agir pour la planète. La société a donc pour raison d'être de reconnecter ces communautés à la nature.
Alors maintenant, effectivement, comment on le fait, hein? Cette raison d'être s'incarne dans des expériences, des services et des produits, parce qu'on vend aussi du rouge à lèvres, du vernis à ongles et des crèmes qui procurent du bien-être grâce aux bienfaits de la nature. À cette fin, la société revendique, et donc là on est dans le comment, hein, ce socle de valeurs, eh ben, on revendique un modèle d'entreprise familiale ayant pour ambition de développer un écosystème durable qui combine création de richesses, bien évidemment c'est important, innovation frugale et écologisme humaniste. Forte de ses expériences botaniques, agronomiques et scientifiques et du modèle unique créé à Legacy, en Bretagne, la société cultive un lien direct avec ses communautés et ses territoires. Voilà. Donc ça, c'est ce travail. Ça nous a pris beaucoup de temps. Chaque mot a été compté. Et puis maintenant, quasiment 2 ans, 2 ans après, on se dit, tiens, il y a déjà des petites choses qu'on pourrait peut-être aménager un peu, peut-être dans le choix des mots. Mais surtout, en fait, au-delà de ça, c'est pas tant ça, c'est plus nos objectifs sociétaux et environnementaux. Parce que c'est pas simple. Après, on a fait ce travail de déclinaison de façon opérationnelle. Avant, on a d'abord modifié nos statuts et maintenant, on décline. Et là, on aura peut-être quelques modifications. Voilà, j'ai débordé, 49, 58. Je vous prie de m'excuser. Je sais que vous avez des pauses dont je vais vous laisser profiter. Je suis là, je pars demain matin, mais je suis là ce soir. Si vous avez des questions qu'on n'a pas pu traiter, n'hésitez surtout pas à me les poser. Je serai ravie d'y répondre. Voilà. Dernier. Oh, c'est gentil, merci pour les applaudissements. Je voulais vous demander juste si je vous avais convaincu. Voilà, je crois que j'avais un dernier petit point, Marie-Caroline. Moi, j'aime bien savoir si on a réussi à vous emporter. J'avais envie de vous demander si cet atelier vous avait donné envie de faire évoluer votre entreprise ou vers ce statut d'entreprise à mission ou vous permettre d'adopter une raison d'être. Si vous avez la gentillesse d'y répondre, ça me donnera un petit « Oh, bah, si c'est 100% oui, alors c'est génial !» Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour vos applaudissements. J'espère que vous avez passé un bon moment et n'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires. À très vite.